Et bienvenue à tous sur Radio Agri, votre rendez-vous quotidien au Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Collin. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes polyculteur, éleveur en Haute-Marne. Est-ce que vous pouvez rappeler vos productions ? Alors producteur de céréales, environ une douzaine de céréales et bovins, viande. Alors on vous connaît bien puisque vous êtes le premier agriculteur méthaniseur à avoir mis en service en France, en octobre 2020, une station de biogaz carburant directement issue de votre méthaniseur. Comment elle se porte 5 ans après ? Alors elle se porte coup-ci, coup-ça. En fait, ça n'a pas beaucoup évolué. Nous, notre modèle était validé avec un camion de la laiterie, le bus scolaire, comme vous savez, avec les voitures. Aujourd'hui, on est 5 stations en France. Et on n'arrive pas à dépasser le stade depuis un certain temps. Il y a des stations qui ont un tracteur dessus. Mais voilà, le modèle économique reste fragile. Il n'y a pas réellement une volonté, je pense, de mon côté, à mettre le GNV comme vraiment une énergie alternative. On pense qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Je pense que le texte au niveau de l'Europe est en discussion aujourd'hui sur les émissions au niveau des gaz d'échappement, parce qu'il y a quand même un revirement par rapport aux moteurs électriques et aux moteurs thermiques. Le GNV a toute sa place. Alors, est-ce que la méthanisation est rentable aujourd'hui en 2025 ? Ça dépend pour lesquels. Il y a des faibles rentabilités qui ont été constatées sur des cogénérations plutôt dernière cogénération, donc avec peu de valorisation thermique. Donc ça, c'était réglé donc depuis peu. Ensuite, on a les anciennes cogénérations qui sont plutôt rentables, mais on se donne rendez-vous pour les 5 dernières années. Et là, je pense qu'on va vraiment voir qu'il y a une baisse de rentabilité à cause de la limitation du nombre d'heures. Après, sur la partie injection, il y a une rentabilité qui est plutôt correcte. Alors toujours sur la production d'énergie, vous êtes également impliqué dans le projet de ferme agrivoltaïque du Soleil du Bassigny. Oui. Dites-nous en plus. Alors, parce qu'il y a déjà du soleil, et puis on est dans le Bassigny, donc c'est une petite région naturelle à l'est du département, côté Vittel. Et donc le but, c'était d'essayer de construire un projet agri-PV avec 20 agriculteurs qui sont tous éleveurs, qui ont tous des repreneurs de la suite, et tous veulent faire plutôt des petits projets sur chaque ferme pour faire des grappes et se raccorder ensemble, donc avec un modèle économique qui reste viable par rapport à un énergéticien, mais après plutôt en avoir un retour d'investissement sur un revenu complémentaire qui peut permettre la transmission des fermes. Donc en fait, c'est de dire on génère un revenu, diversifié, parce qu'en fait, on a déjà des fermes qui se sont adaptées. Donc on a de l'élevage qui est très très adapté au niveau de notre territoire, avec des pâturages, avec de la polyculture élevage, donc beaucoup d'élevage autonome, des élevages plutôt productifs, une mixité entre des ovins et des bovins. On a même des agriculteurs qui ne veulent pas spécialement investir, mais qui veulent profiter des synergies pour pâturer sous les panneaux. Donc ça, c'est comme ça se fait aujourd'hui, mais dans des parcelles sans panneaux. Donc en fait, c'est vraiment essayer de mutualité en collectif les mêmes idées de 20 agriculteurs. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, c'est indispensable pour maintenir l'élevage sur les territoires ? Pas que l'élevage. Je pense que l'agrivoltaïsme, il rentre une brique supplémentaire, comme l'a fait la méthanisation à un moment donné. C'est-à-dire il faut que ce soit des projets réfléchis par rapport à des territoires, puisqu'en fait, on emmène des choses positives sur des territoires. Donc, même là, on voudrait pousser le projet jusqu'à aller avoir peut-être une redistribution par rapport à des collectivités. Parce que derrière, demain, on a aussi un jeune artisan boulanger qui va peut-être pouvoir s'installer comme un jeune agriculteur. Donc il faut que un projet comme ça puisse participer, ou du culturel, ou un jeune artisan. Donc en fait, c'est essayer de trouver un système avec des fonds extérieurs aux activités économiques. Une activité économique différente, qui est la production d'énergie. Comment on arrose un territoire, pas que l'agriculteur. Alors biogaz, production d'électricité, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en quasi-autonomie de production ? Sur notre ferme, oui, un petit peu plus que l'autonomie. Sur notre territoire, on commence à avoir pas mal d'autonomie puisqu'on est sur un territoire très dépeuplé, 180 000 habitants sur le département, équivalent de la ville de Rennes. Donc on produit à peu près 6 fois notre consommation. Donc en fait, c'est de réfléchir demain comment on va se connecter aux zones de consommation.
L'agri-PV, quand on met un électron sur la ligne, ben, il quitte le territoire, mais c'est un territoire qui l'a produit. La méthanisation, c'est pareil, hein. Mon gaz, quand il va être utilisé pour ramasser le lait, ben, le fromage, il ira ailleurs. Peut-être demain aussi avec du GNV. Et puis il y a aussi la transformation de nos produits. Et quand on recentralise tout ça sur les exploitations, parce que derrière, si on génère des revenus supplémentaires, on peut imaginer des nouvelles voies de transformation, de commercialisation, etc. Et donc c'est aussi aller plus loin sur des territoires qui en ont besoin. Ici, on est en région parisienne là pour cette semaine. Ben voilà, on produit pas beaucoup de choses en région parisienne, mais on le produit sur nos territoires. Et c'est de connecter toutes ces idées-là. Philippe, merci. Vous avez un agenda chargé sur le salon, je crois. Ben oui, merci. Je vais à une autre réunion. Merci. Et à très vite. À bientôt. Place à la prochaine interview. Et de retour sur Radio Agri, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Trouvé. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Alors vos impressions peut-être sur ce début de salon ? Alors je suis arrivée tout à l'heure, hein, mais mes premières impressions, c'est quand même qu'il reste beaucoup disons de colère, en tout cas de déception de la part des agriculteurs, tout simplement parce que les revenus agricoles ont encore diminué de 7% cette année, vous le savez, 9% l'année précédente, que les négociations commerciales entre les agriculteurs et les multinationales de l'agroalimentaire et de la grande distribution se terminent avec là aussi des gros blocages. En bref, aucune réponse n'est apportée véritablement pour assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs qui leur permettent de vivre dignement de leur travail. Alors parlons de la loi d'orientation agricole. Quels sont les points positifs de cette loi selon vous ? Il y en a très peu. Voilà, c'est mon point de vue, très très peu. Vous le savez, il y avait des vraies avancées dans le texte de l'Assemblée nationale. Entre-temps, il est passé au Sénat. Et notamment, il y a des dispositifs clés qui étaient notamment soutenus par les jeunes agriculteurs qui sont passés à la trappe. Je pense à par exemple l'accompagnement des actifs par les chambres d'agriculture tout au long de leur carrière par les chambres d'agriculture. Et puis il y a aussi des vraies régressions, je vais en parler, dans cette loi d'orientation agricole. En somme, l'esprit de cette loi d'orientation agricole pour moi est très mauvais. Ça n'est pas on protège les agriculteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. On protège les écosystèmes et on fait en sorte que qu'il y ait une harmonie, en gros, entre les agriculteurs et les écosystèmes. Et ce n'est pas ça qui prime, c'est plutôt une guerre contre les écosystèmes, entre les agriculteurs, les écosystèmes et la société. Et je crois qu'on s'embarque très mal ainsi. En réalité, donc je le dis, ce qu'il faut aujourd'hui, qui n'est absolument pas dans cette loi, c'est l'inverse. C'est qu'il faut protéger les agriculteurs, leur permettre de faire la transition agroécologique en les soutenant pour ça, à l'inverse du budget qui vient d'être imposé par ce gouvernement par 49.3 et qui au contraire va diminuer les aides de 600 millions d'euros, précisément les aides qui permettaient aux agriculteurs de faire cette transition agroécologique. Alors sur le principe du pas d'interdiction de pesticides sans solution, est-ce que vous regrettez le principe d'égalité de traitement entre écologie et agriculture ? Le problème, voyez bien ce que ça veut dire, pas d'interdiction sans solution. C'est que même quand un pesticide est reconnu comme cancérigène et donc nocif pour la santé non seulement des consommateurs mais des agriculteurs qui sont les premières victimes, vous le savez, des pesticides dangereux, eh bien on continuera à l'utiliser parce qu'il n'y a pas de solution technique. Donc il faut faire l'inverse. Il faut d'abord interdire toute importation de produits qui est traités avec des pesticides interdits en France. Voilà. Et ça c'est clair que c'est clair qu'il faut d'abord protéger aux frontières françaises, interdire les importations pour ensuite l'interdire en France, mais il faut le faire systématiquement. Dès que l'ANSES dit qu'un pesticide est dangereux pour la santé, on interdit l'importation, y compris aux frontières françaises. On l'a fait pour le diméthoate, qui est un pesticide pour les cerises. On doit pouvoir le faire pour tous les produits considérés comme cancérigènes, interdits en France, mais pas interdits ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut mettre le paquet sur la recherche, le développement, les organismes de type chambre d'agriculture pour trouver les solutions techniques. Elles existent, seulement il n'y a pas assez de moyens, et je le dis parce que j'ai été chercheuse et enseignante-chercheuse pendant 20 ans dans le domaine agricole. Il n'y a pas assez de moyens donnés à la recherche et au développement pour trouver les solutions alternatives.
Alors Aurélie Trouvé, selon vous, il manque clairement un chapitre à cette loi, à savoir la question du revenu des agriculteurs. Tout à fait. Le problème de cette loi d'orientation, c'est que ça ne répond en rien, mais absolument en rien. Je mets au défi quiconque de trouver une réponse dedans qui permette de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, donc des revenus agricoles. Le principe qui devrait être dans toutes les lois d'orientation, c'est d'abord de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, il y a un taux de pauvreté de presque 19% dans le monde agricole, bien au-delà de l'ensemble du monde des actifs. Hein. Et ça n'est pas acceptable. Donc, et il y a des prix qui sont de plus en plus pressés vers le bas par les multinationales de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et il faut absolument des protections, comme il existait jusque dans les années 90-2000. En réalité, il faut comprendre que la dérégulation des marchés, le fait qu'on laisse faire que les prix fassent le yo-yo en fonction des aléas du marché, c'est une exception dans l'histoire et dans le monde. Toutes les grandes puissances agricoles, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Brésil, etc., régulent leurs échanges et leurs prix agricoles pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Pourquoi ne le faisons-nous pas en France et en Europe? On est en train de tuer à petit feu l'agriculture familiale ainsi. Alors justement, est-ce que la production d'énergie renouvelable et notamment l'agrivoltaïsme se présente pour vous comme une solution de complément de revenus? Il faut faire très attention. D'ailleurs, il y a une proposition de loi qui va sans doute être portée à l'Assemblée nationale pour mieux encadrer, déjà fortement encadrer l'agrivoltaïsme. Il faut faire très attention. Parce qu'il faut comprendre que c'est un moyen, en fait, ça va empêcher les jeunes agriculteurs d'accéder à du foncier agricole pour nourrir la planète, pour nourrir les êtres humains. D'accord ? Aujourd'hui, on a besoin de souveraineté alimentaire, pas de planter des panneaux photovoltaïques partout. Et il faut savoir que on propose aux agriculteurs, donc il y a des multinationales, des start-up qui proposent des prix ahurissants à l'hectare pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et donc ces hectares-là, eh ben, les propriétaires, les agriculteurs, au lieu de passer la ferme et les terres à des jeunes agriculteurs, eh bien oui, vu qu'ils galèrent en plus pour avoir des revenus agricoles convenables, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent en location auprès de ces startups et ces multinationales de l'agrivoltaïsme. Et donc ça fait monter les prix du foncier et ça accapare les terres, non pas pour nourrir la population, mais pour voilà, faire de la production d'électricité très bien. Mais aujourd'hui, cette production d'électricité, je suis désolée, il faut la faire en priorité sur les surfaces artificialisées, sur les toits et non pas sur les terres pour nourrir les gens. Mais ça peut aussi favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, notamment dans l'élevage. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. En l'occurrence, vous pourrez parler d'ailleurs, je pense, avec les jeunes agriculteurs, avec des nouvelles générations d'agriculteurs. Ils souffrent au contraire du fait que voilà, les propriétaires de fonciers agricoles, ils préfèrent donc continuer un contrat, y compris à la retraite, avec ces multinationales d'agrivoltaïsme, plutôt que de passer leurs terres. Donc non, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite, c'est clair que les agriculteurs ont une mission, c'est de nourrir la population. Et donc je le dis, on est face aujourd'hui à un moment, on est dans un moment charnière où ces terres qui nourrissent les gens risquent de passer vers de l'agrivoltaïsme. Donc je le dis, effectivement aujourd'hui, il faut qu'on assure des prix rémunérateurs et des revenus agricoles dignes pour les agriculteurs qui fassent qu'ils n'aient pas à mettre leurs terres en panneaux agrovoltaïques. Ça, c'est une forme de contrat à revoir entre les agriculteurs et la société. Un mot sur l'accord du Mercosur en passe d'être signé. Vous dites que ce n'est pas une fatalité, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le président Macron a eu 7 ans et demi pour quitter les négociations. Et avant lui, d'ailleurs, les présidents d'avant, hein, Hollande, etc. Ils n'ont jamais, aucun d'entre eux n'a quitté les négociations du Mercosur. Donc, ce discours comme quoi, oui, c'est pas bien le Mercosur, on lui demande juste des actes concrets. Il ne l'a pas fait pendant 7 ans et demi. Et là, on se retrouve maintenant avec les conséquences de tout ça. C'est-à-dire qu'on risque effectivement bien d'avoir un accord avec le Mercosur qui est catastrophique. Catastrophique, je le dis bien, pour l'agriculture paysanne. Tous les syndicats agricoles sont contre, et ils ont raison. Ça va être vraiment un coup de butoir contre l'agriculture familiale. Donc la première chose à faire, c'est non pas de dire « Ah, on essaye de négocier une majorité qualifiée, etc. » C'est de taper du poing sur la table. Et il faut faire jusqu'à peut-être ce que ça avait fait le général de Gaulle. Je vous le rappelle, à l'époque, il avait pratiqué la chaise vide.
Parce qu'au bout d'un moment, quand notre agriculture familiale et notre alimentation est en danger, eh ben, oui, il faut peut-être pratiquer la chaise vide à l'échelle européenne. En tout cas, il faut taper du poing bien davantage. Et il y a une forme d'hypocrisie de la part du président Macron. C'est que dans le même temps, il pousse tout un tas d'autres accords de libre-échange. Il vient de pousser pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il pousse pour celui avec l'Australie, etc. Donc, il dit ah ben non, c'est pas bien le Mercosur, mais il pousse pour plein d'autres accords de libre-échange qui vont être tout aussi catastrophiques pour évidemment pour l'agriculture familiale en France et en Europe, sans compter tout ce qui se passe actuellement avec les importations qui viennent d'Ukraine. Là aussi, parce qu'on n'a pas su taper du poing sur la table. Je rappelle que les importations d'Ukraine, c'est essentiel parce qu'on a ouvert totalement les frontières commerciales. C'est en fait des productions qui viennent d'immenses agrifirmes, d'accord, qui font plusieurs milliers d'hectares. Ça n'a rien à voir avec des petits paysans. Et c'est en train aussi de massacrer une partie de l'agriculture familiale en France et en Europe. Donc, il faut du protectionnisme solidaire. Ça suffit le libre-échangisme. Et c'est aujourd'hui, je le dis, le président Macron n'a pas rompu avec ce libre-échangisme. Et tant que ce ne sera pas le cas, eh bien, nous aurons des agriculteurs qui souffrent en France et en Europe. Aurélie Trouvé, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon salon. Merci. Place à la prochaine interview. Et de retour sur Radio Agri, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Le Floch. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes présidente de la coordination rurale. Le salon cette année c'est plutôt calme, non? Eh bien écoutez, le salon est à l'image du moral des agriculteurs. Un moral qui fait que, non pas qu'on soit résigné, mais quoi attendre de la part du président de la République, du Premier ministre qui était présent ce matin. Donc je pense que chacun est venu visiter le salon, retrouver des copains et surtout savourer notre grande réussite au niveau des élections chambres. Alors justement, vous avez rencontré Emmanuel Macron, dites-nous tout. Eh bien écoutez, juste un message que je lui ai porté, c'est celui de lui rappeler que tous les propos que j'ai tenus déjà il y a un an, les attentes des agriculteurs, les attentes par rapport à leur trésorerie, les prêts qui ne peuvent pas être mis en place, voilà tout ce qu'on nous a promis et rien de visible dans nos cours de ferme. Alors l'autre actu récente, c'est les élections aux chambres d'agriculture. Vous avez gagné quelque part? Eh bien, pour la coordination rurale, c'est une grande progression. C'est le début de cette montée en puissance. L'agriculture que tous les agriculteurs souhaitent, une agriculture familiale, des fermes libres, indépendantes, plutôt que des fermes soumises à l'agro-industrie et demain financiarisées et non transmissibles. Alors Véronique, hier on a reçu les JA sur ce même plateau. Ils se sont montrés satisfaits du vote de la loi de rotation agricole. Et vous? Alors, ils sont satisfaits du vote. Et après ? Quelle orientation a cette loi? L'orientation, celle de l'Europe, une orientation qui va justement vers plus de verdissement, une orientation qui ne donne pas de visibilité à nos jeunes. Donc je pense que le projet n'est pas complet et on peut beaucoup mieux faire, donc on attend beaucoup sur les nouveaux projets de loi à venir. Alors Véronique, juste un dernier mot, votre position sur l'agrivoltaïsme, c'est une source de revenus complémentaires important pour les agriculteurs, non? Alors l'agrivoltaïsme, on s'est positionné en sa faveur, bien sûr. Il faut surtout développer l'agrivoltaïsme dans les zones moins favorisées, les zones plus vulnérables, pour justement y développer ou continuer à maintenir une agriculture avec tout ce qui est déjà dans la loi APER. Donc bien sûr, il faut que ce type de projet puisse relancer l'élevage ovin et puis et permettre à nos agriculteurs d'avoir un revenu complémentaire. Ça peut permettre à des jeunes de s'installer. Nous, ce qui nous importe, c'est que demain, il n'ait pas oublié quelque chose au niveau contractuel et que l'agriculteur se retrouve lésé et dans l'impossibilité de recycler des panneaux ou de transmettre le contrat parce qu'il arrive en fin de carrière. Donc tout ça doit bien être encadré pour justement le bien-être et qu'il n'y ait pas de tromperie entre guillemets. Merci Véronique. Je vous en prie. Bon salon. Bon salon, merci. Merci.